Pourquoi la justice garde-t-elle le silence? Une affaire qui soulève de nombreuses questions sur le manque de transparence. Alors, Nicolas Vidal, on va commencer par vous. Vous étiez hier à une manifestation pour justement, se rebeller, on va dire, se révolter contre cette faillite de la justice. Oui, ma chère Clément, hier j'étais à Montpellier, comme j'ai été le 8 juin dernier, lundi dernier, nous étions à peu près 1000, et hier soir, je dois vous dire que nous étions 300. Voilà, il y avait essentiellement des victimes. Et j'ai trouvé effectivement que cette mobilisation, tout aussi légitime elle soit, eh bien, il y avait très peu de citoyens. Et c'était un peu la problématique, parce qu'on attendait, bien entendu, de savoir si les Français, après une semaine, ceux qui n'avaient pas vu, pas lu, pas eu le temps de venir, eh bien, on pensait peut-être que hier soir à 18h, c'était 19h, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, il y aurait peut-être beaucoup plus de monde. Eh bien, figurez-vous que c'était 3 fois moins, à peu près, une estimation à la louche, mais c'était clairement en forte baisse, et il y avait une nouvelle fois beaucoup de témoignages. C'était devant le tribunal judiciaire, des témoignages très 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 touchants, je vous cache pas, très lourds à entendre d'ailleurs, tant et si bien que des mères de famille qui étaient venues avec des enfants en bas âge, et ben, au moment sont partis, puisque c'est vrai que c'était compliqué à entendre. Mais une nouvelle fois, on voit bien que là, moi c'est sur côté de l'apathie populaire qui, vous savez, qui m'est chère, c'est-à-dire qu'on a manifestement une partie de la population qui n'a rien à secouer. Je suis désolé d'être un peu vulgaire ce matin, par rapport à ce fléau, je veux dire un fléau absolument scabreux et indigne, et face surtout, et c'est là, je crois que on a une véritable problématique en France là-dessus, c'est-à-dire face à un exécutif, face à une justice qui manifestement se renvoie la balle à tour de rôle depuis un certain temps, en laissant traîner, et notamment en ayant laissé prendre ce fléau des proportions considérables. Et je suis, moi, concrètement, assez stupéfait d'avoir si peu de gens qui se mobilisent sur cette affaire, puisque ça nous touche tous. On aurait pu dire, voyez-vous, que pendant les Gilets jaunes, la réforme des retraites ou toute autre forme de mobilisation populaire et sociale, peut-être que certaines personnes ne s'entendaient pas ou n'étaient pas forcément directement concernées. Là, quand il s'agit de nos enfants, de notre jeunesse et de la protection que nous leur devons et que l'État leur doit, qu'il n'y ait pas suffisamment de monde et que la mobilisation soit en baisse, alors même que le rassemblement avait été calé à 19h de manière à laisser le temps aux gens de venir se mobiliser. Là, on a une véritable problématique. Et on voit bien que, malgré tout, sur la question de la démission de Darmanin, Nunez et d'autres, sans pression populaire, même si ça ne changerait pas, bien sûr, la donne, on est d'accord, mais au moins symboliquement, sans pression populaire, vous avez des gens, notamment, qui racontent à peu près n'importe quoi. Je viens de lire, notamment, de préparer pour cette émission, la lettre de Gérald Darmanin au magistrat. Il faut aller la voir parce qu'elle a été publiée en fin d'après-midi hier. C'est vraiment du grand délire. Vraiment du grand délire. Et face à la face à l'apathie populaire, vous avez des gens qui essayent de sauver leur poste face à un fléau, mais terrible, 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 terrible. Et on ne va jamais dans le fond du dossier. Laurence Bonex et Sophie Audugé connaissent mieux que moi ces sujets-là. Mais moi, en tant que journaliste, observateur et citoyen et père de famille, je dois vous dire que je suis absolument scandalisé par le peu de mobilisation populaire à ce sujet-là, et que je crois que sans pression populaire intense, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ces gens ne feront rien, parce que le projet, je finis par là, le projet de Darmanin, le projet de Macron, j'imagine que vous reviendrez sur les déclarations d'Emmanuel Macron, qui est au G7 en ce moment, sans pression populaire de première intensité, véritablement, ces gens essaieront de laisser traîner cette immense affaire et ce dysfonctionnement, comme ils disent, j'aime beaucoup les éléments de langage qui sont proférés, je crois qu'ils laisseront traîner comme ça, voyez-vous, jusqu'à mi-juillet, de manière à ce que l'émollience de l'été, de la chaleur, laisse place à autre chose, et je suis assez effaré, je dois vous le dire en préambule, de cette observation que j'ai faite moi, hier, au tribunal judiciaire de Montpellier pour cette mobilisation, deuxième mobilisation pour le meurtre de Liana, ma chère Clémence. Oui, non mais on comprend, vous êtes peut-être pas en colère, mais très déçu parce que vous attendiez plus de mobilisation populaire. Ouais. Après, c'est délicat. D'abord, les gens sont-ils vraiment informés? Première chose. Deuxième chose, en fait, tout le monde est dans la survie en ce moment aussi en France, enfin pour beaucoup. Survie son travail, ses enfants, aller les chercher, machin. On a plus les moyens. Mais ça veut dire, je me permets, Clémence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a laissé passer beaucoup de choses ce pays. On a laissé passer notamment une régression totale de civilisation, vous le savez, sur les libertés fondamentales. À force de dire,
je n'avais pas le temps, je pouvais pas venir, je pouvais pas si. Il faut quand même se rendre compte de la situation dans laquelle on se retrouve. 70 000 plaintes non traités pour l'instant, 160 000 enfants agressés par an. Oui. Mais jusqu'à quand, à un moment donné, ces gens vont rester dans leur canapé? Jusqu'à quand? Et je pense que ça concerne les parents, que je suis aujourd'hui depuis peu, et je pense que ça concerne tous les citoyens, parce que là, on arrive dans un délire qui est absolument colossal. C'est absolument, moi, c'est un scandale sans nom, et je ne vois pas, et je finis par là, mais jusqu'à quel moment, jusqu'à quel degré faudra-t-il aller dans ce pays pour que les gens, concrètement, se mobilisent une bonne fois pour toutes? Voilà, parce que malheureusement, quand vous avez, il y a un désastre tel, une faillite telle, et sur bien des sujets, une trahison de nos élites, manifestement, il ne vous reste plus que la pression populaire, et c'est malheureux, mais malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui dans ce pays. Voilà. Déception face à ce manque de mobilisation populaire. Oui, moi je suis absolument d'accord avec Nicolas. Je rappelle qu'il y a quelques années, 1 million de personnes étaient descendues dans la rue pour s'opposer effectivement à l'interdiction de l'instruction, de l'enseignement privé. Oui. Moi, je suis comme Nicolas. Je veux dire, je ne comprends pas. Alors peut-être que on doit, un certain nombre d'associations, d'acteurs, organiser cet événement. Peut-être qu'on doit nous prendre, je dirais, proposer quelque chose, s'organiser et faire cette grande marche pour qu'à un moment on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire des choses aussi basiques que protéger votre enfant. Mais je veux dire, l'enfant est sacré. Alors je sais que ce terme en France, sacré, je veux dire, on a presque plus le droit de le prononcer, mais on ne touche pas à un enfant. Et aujourd'hui, Laurence en parlera évidemment parce qu'elle connaît très bien ces sujets-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une omerta en France sur la pédocriminalité. Et je veux dire, franchement, regardez ce qui est en train de se préparer. Ils sont en train de nous faire des lois. Ils nous mettent des violences sexistes et sexuelles. Non, mais sexistes. Je veux dire, de quoi on parle? On parle d'une enfant à qui on met un sexe dans la bouche à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, ou un sexe dans les fesses à 6 ans, à 7 ans, à 9 ans, à 10 ans. C'est pas ma petite chérie comme t'es jolie avec ta robe. Il faut arrêter de faire ce micmac-là. C'est extrêmement dangereux parce qu'on invisibilise. Sophie Audugé, ils le savent très bien. C'est pour ça. Les réponses, les lois numériques de protection de l'enfance ne servent pas à protéger les enfants, elles servent à censurer Toxin et les autres. Évidemment, mais là, la loi qui est en train de se préparer, soi-disant en réponse à la situation et à l'affaire dramatique de Liana. Mais il y en a combien des Liana? C'est par dizaines de milliers. Et le fait d'avoir accolé le terme sexiste à cette loi dit déjà tout. C'est-à-dire que ça sera une loi de parti, de technocratie et de gouvernance qui veulent, une fois encore, masquer la réalité de la pédocriminalité pour des raisons qui sont évidentes. C'est que des gens au plus haut niveau de l'État en font partie et maintiennent cette omerta à dessein. Donc nous, on doit dire non à ça. Et effectivement, je crois qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se mobiliser et de rappeler. J'ai entendu hier encore, je veux dire, des personnes, je ne les nommerai pas parce que j'ai un profond respect pour les victimes, et vu que ce sont des victimes soit directes, soit indirectes, je ne les nommerai pas. Mais j'ai entendu des gens dire « Ah oui, mais on n'est pas d'accord avec le fait que la droite ou l'extrême droite en profite pour dire qu'il faut condamner les pédocriminels parce qu'on reparle évidemment de la castration chimique. Et puis peut-être qu'il y en a qui osent dire la peine de mort. Et puis il y en a qui osent dire qu'ils vont aller se faire... qui vont se défendre eux-mêmes, qui vont effectivement faire ce que l'État ne fait plus. Mais comment ces gens peuvent à ce moment-là dire qu'il y a quelque chose de politique dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on touche à un enfant à moins de 10 ans. Je veux dire, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Laurence Bonneux. En fait, évidemment que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est le bon sens, et que sans mobilisation populaire massive, parce que ça fait des décennies que le phénomène dure, c'est-à-dire qu'en fait les victimes, c'est en centaines de milliers. On met le sexe dans les fesses d'enfants de moins de 6 ans. Faut le dire. Dans les fesses d'enfants de 2 mois. Je l'ai vu de mes yeux, moi, sur des documents. Et il y a longtemps de ça, déjà. Donc, effectivement, tant qu'il n'y aura pas une mobilisation massive, mais c'est toujours le cas, les politiques ne feront rien. Moyennant quoi, peut-être que là aussi, la difficulté, c'est que c'est tellement vaste et tellement technique que les gens ne savent peut-être pas quoi demander. Par rapport à d'autres, je veux dire, à un seul slogan. Parce qu'en fait,
Tout est à changer, absolument tout. Et moi, j'ai vu, il y avait aussi des polémiques. Est-ce qu'il faut demander la démission de machin, la démission de truc? Pardon, ils auraient dû tous démissionner. Absolument. Tous. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui envoie d'ailleurs un message désastreux. Oui. Absolument arrêtez tous. les cris. Voilà, arrêtez, oui, entre autres. Tous, parce qu'ils ont tous été au pouvoir. Ils sont tous au pouvoir depuis très longtemps. Ils étaient tous informés. Absolument. Je veux dire, on a l'impression qu'ils découvrent l'eau tiède, mais pas du tout. Je ne sais plus combien de victimes, d'ailleurs, m'ont dit, j'ai écrit au président de la République. Bien sûr. Au fil des décennies, hein. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit toutes les associations. Bien sûr. C'est-à-dire que tous les gens qui ont eu une forme de pouvoir à un moment ou à un autre, en fait, sont responsables de ce qui se passe. Et le souci, c'est... je veux dire, il y a c'est dramatique de dire ça, mais si la mobilisation n'est pas suffisante aujourd'hui, elle le sera peut-être dans pas longtemps, parce qu'on va en avoir une autre. Bien sûr. De Liana. Il y en a eu beaucoup avant, mais peut-être que l'autre, cette fois-ci, on la verra précisément à cause de cette affaire-là. C'est parce qu'on est face à un système qui fait énormément de victimes. Le frère Yannick, désormais aussi, qui est accusé de viol sur mineur et viol et agression sur conjoint, placé en contrôle judiciaire en ce moment. Et donc le père, accusé de viol sur 2 de ses petites filles par alliance. Alors lui, il est accusé, il y a eu un non-lieu. Alors écoutez justement le témoignage autour du père Joël Barella. Toute la famille ne la croyait pas, l'ont sali. Pour eux, c'était une aguicheuse, c'est elle qui était dans la provocation, qui quelque part, limite, c'est elle qui avait provoqué son grand-père. La justice non plus ne l'a pas cru. L'enquête débouchera sur un non-lieu. Mais le souvenir douloureux remonte à la surface lorsqu'elle entend le nom de Jérôme Barella dans la presse et fait le rapprochement. Je me suis effondré, moi. Ça m'a retourné. Parce que je me suis dit, comment c'est possible? Des gens de la même famille puissent faire ce genre de choses. Selon cette psychiatre, il est très fréquent que les violences sexuelles soient reproduites de génération en génération au sein d'une même famille. Une famille, donc là c'était une famille de médecins, donc le père a été condamné pour ça avait été correctionnalisé, hein, donc il y avait des plaintes pour viol, ça a été correctionnalisé, mais enfin il avait été condamné sur 3 de ses enfants, mais en fait il y avait les 5 qui étaient touchés. Et une fois il y en avait une qui avait obtenu d'ailleurs sa condamnation, qui disait que une fois il l'avait emmené chez son grand-père, c'est-à-dire son père à lui, se faire violer. Elle s'était retrouvée, elle avait été violée là par le père et le grand-père parce qu'elle avait eu une mauvaise note à l'école. Oula. Il disait voilà, la punition, ça va être, on va voir papy, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le phénomène transgénérationnel, en fait, n'est pas rare. Bon, en ce qui concerne dans ce cas-là, j'ai vu là les 2. Alors, pour le grand-père, il y a une des plaintes qui a été réouverte et pas l'autre. Alors voilà, quand je parlais, en plus, c'est des sujets techniques, c'est pour ça que les gens peuvent être un petit peu perdus. Pourquoi est-ce que dans un cas ça a été réouvert? C'est parce qu'il y avait eu un classement sans suite. Dans l'autre cas, il y avait eu un non-lieu. Quand il y a un non-lieu, il faut un élément nouveau. À mon avis, il y a l'élément nouveau. Oui. Mais la justice peut argumenter que non. Oui. Raison pour laquelle elle a réouvert le classement sans suite, mais pas le non-lieu. Et il y a des tas de dispositions législatives parce que il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien dire, c'est que là, on est en train de soulever tous les cas dans cette affaire spécifique où quelqu'un aurait dû dire quelque chose. Même le lycée où il travaillait, il le vire, le conseil régional le vire, mais il y a pas de signalement qui est fait. Bon, et après toutes ces plaintes qui ont été classées, on se dit, et donc s'il avait été en prison, la petite serait encore vivante. Oui. Il faut quand même savoir que même si la justice avait, entre guillemets, fonctionné... Il serait ressorti. Il y avait de très grandes chances qu'il soit resté dehors, quand même. Avec un bracelet, vous voulez dire? Non, pas du tout. Sorti. Dehors, attendez, dehors. Dehors. S'il est en prison. Oui, non, mais il n'aurait pas été en prison. Même s'il avait été mis en examen, les chances sont considérables, enfin les risques, qu'il se soit retrouvé dehors, sous contrôle judiciaire. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, s'il comparaissent libre, un violeur d'enfants, s'il comparait libre, un violeur d'enfants et d'autres criminels, devant la juridiction criminelle, et qu'il est condamné,
il ne va pas forcément en prison. Il y en a plein, moi j'ai plein de cas. Et ben il ressort en attendant qu'il y ait une place pour lui. On doit ça. Une blague. Mais non, c'est pas une blague. On doit ça à la loi, la très mal nommée. Taubira, non, Éric Dupond-Moretti de 2021, loi pour la confiance. Pour la confiance en la justice. L'inceste heureux, c'est ça, Éric Dupond-Moretti? C'est l'inceste heureux. Alors déjà, il y a eu deux, parce que c'est pareil, tout le monde est sur le magistrat, la procureure Doge qui a probablement fauté, je dis pas le contraire. Mais enfin, il faut quand même se rendre compte qu'on avait donné comme consigne de déstocker les dossiers pour désengorger. Donc en gros, de faire des classements sans suite à tour de bras à partir du moment où des affaires dormaient. Donc voilà. Donc il y avait, vous voyez, il y a des injonctions qui sont comme ça. Et par ailleurs, donc la loi de 2021 a disposé que si la personne comparaissait libre, ce qui est très 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 souvent le cas, avant une condamnation criminelle valait titre de détention. Ça veut dire on allait directement en prison. Ce n'est plus le cas. La Cour peut et le diable est dans les détails, peut décider d'un mandat de dépôt immédiat ou différé, et il doit en justifier par des circonstances, une dangerosité particulière, enfin un risque pour l'ordre public, comme si le fait d'avoir commis un crime n'était pas en soi un trouble à l'ordre public suffisant pour aller en prison. Donc, quand on voit qu'on laisse ressortir des criminels, et j'ai des exemples, j'ai des dossiers de multirécidivistes, comme dans l'affaire Sarah Kadi, ou Séverine Moulin, donc des criminels, des pédocriminels condamnés qui peuvent rester des mois, voire 2 ans dehors avant d'être mis en prison. J'aime autant vous annoncer que quand ils sont simplement soupçonnés, rien n'est moins sûr. Il est vraiment pas sûr du tout qu'il soit mis en détention provisoire. Alors, Sophia Duget, oui, je voulais juste confirmer ce que disait Laurence dans le rapport de la Civis.